Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc, tout d'abord, je vais remercier des personnes qui n'ont pas pu être présentes ou du moins vont arriver un peu en retard. Donc, tout d'abord, je vais remercier professeur Jaubert, présidente des universités, vice-président de la faculté, président du service des relations internationales et enfin, président de l'Institut international de la francophonie. Je vais également remercier Madame Dang, directrice adjointe chargée de la recherche, ainsi que son équipe, d'avoir organisé aujourd'hui les relations internationales de la francophonie de Lyon 2024. Il me semble que c'est peut-être toute la semaine. Je ne sais pas, je suis là qu'aujourd'hui. Je vais également remercier professeur Gwenaël Gaffric, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, qui est responsable du département des études chinoises, le public pour votre présence, et nos intervenantes ici présentes. Donc nous avons Ma Fan, qui va se présenter ultérieurement, Emma, Ambre, Rose et Johan. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Mario-San Leroy. Je suis chargée des imports FM, donc Facility Management et Oreca pour le groupe CIS Catering. Nous nous chargeons de gérer des bases vie en milieu extrême sur les zones Afrique, Eurasie et Amérique latine. Pour la faire simple, on va dire, nous gérons la partie hôtellerie-restauration en milieu extrême, c'est-à-dire que lorsqu'on a un projet minier, pétrolier, des plateformes pétrolières, nous allons apporter les services aux clients comme Total, Eni, les gros pétroliers. Et nous allons gérer le site de A à Z, c'est-à-dire l'import-export, les douanes, l'hôtellerie, la sécurité des sites, le gardiennage, la gestion des eaux, etc. Donc vraiment, nous apportons tout type de services en fonction du contrat. Et aujourd'hui, si je suis présente, c'est également parce que j'ai été étudiante, tout comme vous, ici à l'Université Lyon 3 en tant que LEA, anglais-chinois, et que ce sujet est au cœur des préoccupations de toutes les entreprises internationales dont mon entreprise fait partie. Donc, je vais rappeler un peu l'objet de ce dialogue. Nous célébrons un bel anniversaire. Nous avons célébré plutôt le 27 janvier dernier le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'illustrer la densité de ce partenariat franco-chinois avec cette table ronde, cette discussion, nous permettant de pouvoir échanger sur ces 60 années d'échange et de partage entre nos deux pays. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser nos intervenantes se présenter. Je vais commencer par Ma Fan. Par moi. Bonjour, je suis Ma Fan. Ma, c'est mon nom et Fan, c'est mon prénom. Je suis présidente de la Fédération des chefs d'entreprise chinois de Lyon et FCECL. Cette fédération, il est fondée en Lyon depuis 2016. On a une centaine d'entreprises, chefs d'entreprise, entrepreneurs, des grandes entreprises, mais aussi des petites et moyennes entreprises. On est très actifs à Lyon. Ça, c'est la fédération. Moi-même, présidente, fondatrice et présidente. Sinon, moi-même, je suis fondatrice et directrice de l'Institut Shaoyang de la médecine chinoise depuis 1998 à Lyon. Donc, on a une école de médecine chinoise qui donne des formations de haut niveau en médecine chinoise à Lyon. On a des étudiants. Chaque année, on a 400-500 élèves par an à Lyon. Voilà. Merci, Ma Fan. Zheyan, si tu veux te présenter, je t'en prie. Bonjour, Tran Ziyuan, je suis doctorat en sciences de gestion et ensuite je suis devenu enseignant de la faculté de langue. Voilà. Je vais maintenant interroger nos étudiantes qui souhaitent commencer. Bonjour, je pense que je vais toutes nous introduire en même temps. Oui. Nous sommes donc étudiantes en master LEA anglais-chinois et je m'appelle Emma, voici Ambre, Rose et Johan. Merci beaucoup. Alors, je me permets, Ma Fan, de vous interpeller simplement pour vous demander de nous en dire un peu plus sur votre parcours et notamment sur les ordres que vous avez reçus pour vos travaux, votre travail. Moi, je suis diplômée en Université des médecines chinois, des médecines chinoises en Chine, à Chengdu. Après, j'ai obtenu mon master en médecine chinoise. Je suis venue tout de suite en France, à Lyon, 96. Je suis arrivée en France et tout de suite, j'ai créé un institut de médecine chinoise pour donner des formations des médecines chinoises depuis 96. On a commencé en Suisse. J'ai créé un institut en Suisse
Après, en France, pour donner toutes les formations en médecine chinoise, on a des élèves qui viennent de France, mais on a aussi des gens qui viennent en Europe, des Suisses, des Italiens, même des Maroc, pour venir apprendre la médecine chinoise. D'accord. Et il me semble que vous aviez également reçu des certifications ou des prix. Des médailles. Oui, Oui. 2008, j'ai reçu les chevaliers de l'Ordre des mérites par les présidents de la France. Dans l'époque, c'était Sarkozy. Et puis, j'ai reçu aussi les médailles des palmes académiques jusque pour l'échange culturel entre la France et la Chine. Merci beaucoup, Ma Fan. Un beau parcours. Alors maintenant, je vais interpeller nos étudiantes. Donc, en tant qu'étudiante LEA, vous voyez la langue chinoise tant sur le plan linguistique, mais aussi économique. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision de cette relation économique franco-chinoise? Oui, je pense que pour répondre à cette question, je pense qu'il y a un proverbe chinois qui écrit très bien cette relation. C'est 莫学之珠各结网，要学蜜蜂更酿蜜. Que l'on pourrait traduire par ne faites pas comme des araignées qui disent chacun sa toile, mais faites comme des abeilles qui font ensemble du miel. Et en effet, pendant plus de 60 ans, la Chine et la France ont tissé des liens étroits et avancé côte à côte vers un avenir meilleur. Et grâce à cette relation, a commencé par des accords et pour faire croître l'économie à la fois de la Chine et de la France, et avec des contrats d'achat et qui s'est par la suite développé par les recherches scientifiques. Recherches conjointes et faisant avancer la scientifique et permettant par la même occasion de dynamiser conjointe nos deux sociétés. Je pense donc qu'on peut dire cette relation consiste en une coopération forte et dans le but de faire progresser de nos sociétés et de rendre nos deux pays d'autant plus compétitifs dans tous les domaines au niveau mondial. Très bien. Compléter Oui, cette merci. définition. La relation économique franco-chinoise consiste en une interaction entre la France et la Chine en termes d'échanges commerciaux qui impliquent notamment les importations et exportations de biens et services, mais également des investissements financiers et corporels comme le transfert de connaissances. Mais pour moi, la relation franco-chinoise consiste davantage en une relation égo-altruiste. C'est-à-dire que la France et la Chine sont impliquées dans cette relation, cette interaction, non seulement en raison d'une dépendance d'approvisionnement et d'une croissance économique nationale, mais aussi avec pour objectif de renforcer la position favorable de chacun et faire face aux défis géopolitiques. Notamment, elles vont utiliser le terme de la McDonaldisation, qui consiste à la généralisation des normes et standards d'un pays économiquement puissant dans le monde, qui se repose sur la stratégie de la restauration rapide. Mais parallèlement à ça, la France et la Chine ont tous les deux conscients que ces intérêts égoïstes ne peuvent être qu'optimisés qu'au travers d'un comportement altruiste. Bien sûr, cette interaction égo-altruiste résulte de la position économique et politique de ces deux pays dans le contexte de la globalisation. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je m'adresse à Ma Fan. Que pensez-vous de leur interprétation? Et comment voyez-vous justement cette relation économique? Je suis déjà très content et découvert parce que je ne savais pas à Lyon 3, il y a autant des élèves qui sont brillants et apprennent les Chinois, section les Chinois, je ne savais pas. Et je suis très contente aussi de voir les jeunes. Moi, j'ai quitté l'université il y a longtemps. Les jeunes qui sont aussi sérieux et intéressés à la relation Chine-France et économique. Donc, je suis très, très contente. Je trouve elles ont expliqué les choses essentielles. Très important, la relation économique franco-chine, c'est très beau à parler. Il y a personne qui a dit c'est pas important. Tout le monde dit il est très important. Mais je trouve dans la réalité, la relation économique entre France et Chine, il n'est pas très très fort. Il n'est pas très bon. Il n'est pas le meilleur.
Si tu compares l'autre pays, France, Chine, Allemagne, Chine américain, Chine l'anglais, la France est largement derrière la coopération. Donc, on ne peut pas rester qu'une relation théorique, mentale. On dit c'est important, on dit important. Et je pense, les jeunes étudiants, vous devez chercher un peu dans les profonds, dans les causes. Pourquoi la France, entre la Chine et la France, c'est aussi en retard par rapport à l'autre pays. Si tu regardes les investissements, 2016, on a regardé une cinquantaine d'entreprises chinoises à Lyon. Une cinquantaine, en toutes les régions. Et maintenant, on est 2022, il y a même moins que 50. Il y a moins que 50. Il n'y a eu pas de nouveaux, il n'y a pas de nouvelles choses qui créent. Bon, je parlerai un peu de la cause des mondialisations après. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'est pas si bon. Il est un peu vide. Il est un peu vide. Oui, vous avez tout à fait raison et votre commentaire est très pertinent. Est-ce que vous auriez d'autres commentaires à ajouter sur la partie macroéconomique de cette relation un peu plus en termes techniques? Ou est-ce que je peux passer à... Je peux te rajouter après. Oui. J'ai écouté d'abord. Comme vous voulez. étudiants. Là, on va atteindre le point macroéconomique. Est-ce que, Yuan, tu veux enchaîner? Ouais, je pense aussi, moi j'ai envie de souligner un petit point qui pique. Oui, effectivement, quand on voit la relation économique franco-chinoise, on dirait que, surtout on voit ça dans les secteurs, on dit élites, les secteurs cibles, stratégiques, à la haute valeur ajoutée. Là, la coopération issue de l'intention gouvernementale entre la France et la Chine est très efficace, très pertinent pour pousser, pour stimuler les échanges commerciaux, financiers, même les échanges incorporels. Oui, effectivement, quand on voit les avions qui volent, les avions Airbus qui volent en Chine, on voit les conteneurs remplis du vin qui part en Chine, là, on dirait l'économie va très bien. Mais par contre, si on regarde le déficit commercial français vis-à-vis de Chine, l'année dernière, c'était environ 40 milliards d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la France perd l'argent dans le commerce avec la Chine. Mais bon, après, la France, le gouvernement français souhaite bien réduire cette dépendance en matière de matières premières ou des appareils électroniques. Ensuite, il y a des vêtements et des textiles. Bon, au travers des mesures, les mesures de relocalisation industrielle. Mais par contre, les entreprises françaises, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas motivées. Elles ne sont pas motivées à revenir ici en France. Tout simplement, en fait, oui, on peut penser qu'aujourd'hui, oui, c'est encore la Chine, là-bas, on trouve le moins coût, enfin le coût le plus faible de main-d'œuvre. Après, il y a aussi des avantages fiscaux. En fait, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qui attire les entreprises françaises à rester en Chine, c'est la chaîne d'approvisionnement complète. Voilà. Les entreprises françaises ne souhaitent pas venir ici parce que quand ils reviennent en Europe, ils ne trouvent pas des fournisseurs. Ils sont obligés de travailler encore des fournisseurs chinois. Et ça complique la coordination entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et ça complique la gestion de flux. Mais de l'autre côté, si on voit la Chine, la Chine depuis 2001, je crois, enregistre une balance positive du commerce avec la France. On dirait, c'est bien ça. Mais si on regarde précisément, cette situation ou cette balance positive du commerce amène aussi les entreprises chinoises dans une position complètement embarrassante. Je m'explique. Pourquoi embarrassante? Ces entreprises visent le marché français. Et ils ont compris, en fait, ils ne peuvent pas se permettre de proposer quelque chose ou quelques produits ou services dont le rapport prix-qualité est similaire de Made in France. Et donc, ils sont obligés de suivre une démarche d'amélioration incrémentale. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de contrôler strictement le coût de production, ils sont obligés d'améliorer la qualité, ils sont obligés d'optimiser l'efficacité productive. Mais
ils s'engagent pas. Ils n'ont pas l'intention. Ils n'ont pas l'intention de s'engager dans une démarche, on dit, de modernisation industrielle radicale. Si on regarde la coopération franco-chinoise dans des secteurs, on dit élite, alors pourquoi dans des secteurs, au sein des secteurs on dit de produits de consommation, il n'y a pas cette coopération? Pourquoi? Moi, selon mes observations, moi, j'induis plutôt que, en fait, c'est que la relation entre les entreprises françaises et les entreprises chinoises n'ont pas suffisamment évalué en fonction du temps. C'est-à-dire que c'est depuis peut-être 30 ans, ils restent soit dans une relation, on dit, purement compétitive aux concurrences, ou soit ils restent encore dans une relation, on dit, simple, traditionnelle, on dit acheteur-fournisseur. Ils n'ont pas l'intention de coopérer ensemble. Ils n'ont pas l'intention, ils n'ont pas une vision à long terme pour, on dit, explorer des marchés des tiers, des tiers. Voilà. Ouais, peut-être je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard, si il nous reste encore du temps. Oui, tout à D'accord. fait. Moi-même, je rebondirai là-dessus avec mon expérience. Ouais. Mais simplement pour revenir sur ce que tu as dit, on en a discuté ce midi. Je pense Ouais. que les entreprises manquent d'experts. Les entreprises ont une méconnaissance de la Chine et du marché chinois. Et pour beaucoup d'entreprises françaises ou européennes, c'est un marché à la fois concurrentiel, mais aussi trop différent et c'est pas quelque chose où ils vont aller vers la coopération. C'est quelque chose qui peut leur faire peur, en fait, je pense. Mais on reviendra là-dessus ultérieurement. Je vais déjà poser la même question à nos étudiantes. Alors, quelle serait votre perception, comme j'ai posé la même question à Ma Fan et à Tse sur cette relation économique chinoise? Est-ce que vous pouvez nous donner votre ajout, votre commentaire sur ce qui a été dit déjà? Bien sûr, nos 2 enseignants ont beaucoup souligné, les faiblesses de cette relation, mais j'aimerais quand même revenir sur sa force et sa longévité, puisque les relations, économiques franco-chinoises, sont d'abord des relations diplomatiques commencées en 1964 pardon, par, la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle. Des relations qui sont en fait beaucoup plus anciennes que ça, puisqu'elles commencent au XVIIe siècle, par l'envoi de jésuites scientifiques français en Chine et qui va permettre l'échange de connaissances et notamment quand même un premier renforcement de cette relation. Un renforcement qui va amener au premier traité français franco-chinois, le traité de Huangpu en 1844. Un traité à vocation commerciale qui va permettre à la France de mettre en poste des consuls français en Chine, ainsi que l'accord de droit de douane fixe et notamment aussi l'ouverture de 5 ports de commerce français en Chine. Et ce traité-là, il va avoir pour conséquence d'entraîner toute une autre suite de traités commerciaux qui vont quand même créer une base forte, je pense, pour la France et la Chine, puisque malgré les événements tragiques du XXe siècle et les nombreuses guerres, et notamment celle d'Indochine, qui va fragiliser quand même cette relation franco-chinoise, puisque les 2 pays vont adopter des visions politiques très différentes, dès que ces relations vont se réouvrir, on va, je trouve, avoir une vraie volonté de la Chine comme de la France de montrer l'importance des relations communes. Et ça se voit notamment dans le déplacement de M. Deng Xiaoping, qui est à l'époque Premier ministre en 1975, qui va être le premier voyage d'un dirigeant chinois de ce niveau en France. Et ce voyage, il va avoir pour but donc l'intensification des dialogues ministériels, notamment avec son homologue français, M. Jacques Chirac, et qui va mener à la création d'une commission économique franco-chinoise. Cette commission, elle a pour but de favoriser donc les échanges économiques franco-chinois et elle va très bien y arriver puisque dès 1978, on a la signature d'un premier accord bilatéral qui va être l'accord entre les organisations du CNRS et du CAS. Un premier accord bilatéral franco-chinois, mais aussi un des premiers accords passés par la Chine avec une organisation étrangère. Donc je trouve qu'on voit là quand même une première fois la force de cette relation. Et elle va s'intensifier, elle va se continuer en 1979
où on va avoir la nécessité de créer une organisation pour coordonner ces nouvelles coopérations. Cette organisation, elle s'appelle le Comité France-Chine. Et elle va être créée à l'initiative d'une communauté d'affaires française qui veut donc cette coopération et ce renforcement de cette coopération. Et elle va s'organiser autour de 5 groupes de travail principaux que vont être les marchés tiers, notamment représentés par le secteur pharmaceutique, aéronautique et cosmétique, mais aussi par une industrie verte et nouvelle, ainsi que la finance, la consommation et les services et l'énergie bas carbone. Et cette organisation, elle ne va cesser depuis donc 1979 de se développer. Aujourd'hui, elle a 51 membres et elle représente notamment un quart du PIB français et 2 tiers de la capitalisation du CAC 40. Cette capitalisation, elle est notamment si importante grâce au secteur de l'aéronautique, représenté en France majoritairement par Airbus. Et je pense que Airbus et le secteur aéronautique a vraiment une vraie importance dans cette relation. Puisque dès 2005, donc, Airbus fait le choix d'implanter une de ses premières usines d'assemblage de A320 à Tianjin. Et ça va avoir une vraie conséquence pour les entreprises françaises, puisque Airbus va réussir en seulement 10 ans à prendre 30% du marché chinois, qui va être valorisé à 295 millions d'euros dès 2012, puis qui va notamment doubler pour atteindre 500 millions d'euros dès 2017. 2017 qui est vraiment une année majeure, je pense, pour Airbus, puisque l'impact de ce premier accord franco-chinois va lui permettre d'ouvrir une nouvelle usine d'assemblage à Pékin cette fois-ci. Et cet accord franco-chinois, cette relation franco-chinoise, elle va notamment permettre à Airbus la même année de réduire la concurrence qui existe avec l'entreprise américaine Boeing, puisque en une année, Boeing va descendre son chiffre d'affaires de 57% à 48%. Donc on voit bien l'impact des relations franco-chinoises qui va, dès 2019, permettre à Airbus de devenir le leader du secteur aéronautique. Donc non seulement je pense que cette relation elle est bénéfique pour nous, mais elle nous permet aussi de lutter, je pense, contre l'impérialisme américain. Et ce n'est pas le seul secteur d'ailleurs où cette relation elle a tant d'importance. Et je vais vous laisser, Rose, expliquer la suite de ces coopérations. En effet, comme Emma l'a précisé, le domaine de l'aéronautique est extrêmement important, mais ce n'est pas le seul qui a permis de renforcer les relations franco-chinoises. Nous avons tout d'abord le marché cosmétique grâce à L'Oréal qui s'est implanté en Chine en 1997 et qui a très vite su prendre une place de leader en Chine, notamment en devenant le deuxième marché le plus important du groupe, avec une part de marché de 12,2% en 2021, parce que L'Oréal a su séduire plus de 100 millions de consommateurs, grâce notamment avec un travail avec des entreprises locales, comme notamment Alibaba, qui a permis de développer une application pour faire des diagnostics de peau, donc à utiliser la technologie d'Alibaba pour réaliser ceci. L'Oréal a également implanté des centres de recherche et d'innovation, des centres de formation et 5 centres de distribution pour vraiment renforcer sa position sur le territoire chinois et sa position commerciale en même temps. Elle a également implanté 2 usines à Yichang et Suzhou. Donc on voit aussi à travers le marché de la cosmétique que les relations franco-chinoises se sont rapprochées et ont permis la croissance de L'Oréal sur ce marché. Mais ce n'est pas le seul marché important, il y a également le marché de l'énergie qui est de plus en plus populaire puisqu'il y a une volonté de la France et de la Chine d'aller vers un monde plus propre en utilisant davantage d'énergie renouvelable, puisque la Chine a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Et Suez, deuxième mondial du traitement des eaux usées et des déchets, a décidé de saisir cette opportunité, notamment en 2023 avec la coopération avec Wanhua Chemical Group et China Railway Shanghai Engineering Group de créer une usine de dessalement pour les industries chimiques. Afin de limiter l'utilisation d'eau douce qui se fait de plus en plus rare. Donc c'est le plus gros projet actuellement de Suez et de ses industries qui se prénomme Penglai. Mais ce n'est pas le premier projet de Suez en Chine, notamment avec le groupe Wanhua Chemical Group, puisque c'est le 5e. Suez a réussi à être influente depuis maintenant plus de 50 ans dans 30 régions chinoises différentes pour justement aider les
communautés et les entreprises d'aller justement vers l'utilisation d'eau plus propre, mais aussi pour favoriser l'accès à l'eau de la population chinoise de façon durable, bien évidemment. Et on peut compter par exemple dans la région dans la ville dans la région, pardon, excusez-moi, de Chongqing. Au total, Suez depuis 2002 a investi plus de 510 millions d'euros pour faciliter justement l'accès à l'eau. Donc on voit que les collaborations franco-chinoises sont extrêmement fortes et permettent aussi le développement économique de la Chine et de la France. Donc je serai aussi du côté d'Emma pour dire que cette relation a quand même aussi beaucoup d'aspects positifs. Merci Emma, merci Rose. En effet, il y a de gros privilégiés, on peut dire, dans cette relation. Alors, je vais maintenant passer à votre sujet. J'ai cru comprendre que vous étiez basé sur une étude de cette relation sous l'angle du secteur pharmaceutique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce choix ? Eh bien, comme Emma l'a évoqué, la collaboration de 1979 du CNRS et du CAS, sur laquelle on reviendra un peu plus tard, a entièrement façonné les relations économiques franco-chinoises. C'est pourquoi il convient aujourd'hui de s'intéresser un petit peu plus en détail quand même à ce secteur. Celui-ci est à la base de nombreuses collaborations qui ont permis une stabilité des relations tout d'abord, mais aussi et surtout une stabilité économique. L'industrie pharmaceutique représente sur les dernières décennies 10% des exportations de la France vers la Chine, permettant à cette dernière de posséder la troisième part du chiffre d'affaires du marché pharmaceutique mondial, ce qui est un réel exploit lorsque l'on sait qu'il y a encore quelques années, cela représentait 0% du chiffre d'affaires pour la Chine. On peut donc se permettre de ne pas remettre en cause l'influence de la France dans ces relations économiques. Après la période du Covid, donc à partir de 2022, on remarque que toutes les exportations de la France vers la Chine dans l'ensemble des secteurs ont baissé, à l'exception du secteur pharmaceutique. Les exportations sont en effet restées assez stables et ont même eu tendance à augmenter. En effet, on constate que les exportations françaises entre 2022 et 2023 ont augmenté de 43%, ce qui représente 112 millions d'euros. L'ensemble de ces faits a permis à pas moins de 1200 entreprises françaises de s'implanter en Chine. Quant aux entreprises chinoises, elles sont de plus en plus nombreuses à s'installer en France grâce à l'aide de l'État, du moment qu'elles correspondent aux critères du partenariat économique qui unit les deux pays. Les relations du secteur pharmaceutique que nous allons aborder tout au long de cette discussion aujourd'hui peuvent être identifiables dans de nombreux autres secteurs de pointe, tels que celui de l'aéronautique avec Airbus. En effet, le secteur de l'aéronautique a repris beaucoup de schémas d'implantation du secteur de la pharmaceutique, avec par exemple des délocalisations au nord de la Chine et avec notamment à Tianjin. Donc ce secteur qui possède une position quand même assez favorable dans les échanges économiques franco-chinois vont réellement influencer des secteurs peut-être un peu moins développés qui souhaitent réellement je dirais, améliorer leur position leur position commerciale, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, Ambre. Maafan, que pensez-vous, en partant de votre expérience académique et professionnelle, de ce choix d'aborder la relation économique franco-chinoise sous l'angle pharmaceutique ? Je veux dire, je finis ce que j'ai écouté. Je pense à la relation économique France-Chine. C'est vrai, la France est un déficit par rapport à la Chine. Mais les Chinois, les entrepreneurs chinois, les entreprises chinoises, ils aiment bien la France. Parce que relation politique, ça va très bien par rapport à l'autre pays occidentaux. Les entrepreneurs chinois, l'entreprise, ils veulent venir en France, ils veulent s'installer en France. Nous, on a reçu plusieurs entreprises chinoises qui sont venues, mais c'était difficile. Il y a beaucoup d'obstacles. Finalement, on repartit. Parce que je pense, je vais dire en direct, il faut arriver un jour, les Français, qui n'ont pas de problème de parler de l'argent, qui pensent que l'argent est vraiment important. À ce moment-là, les relations, ça va vraiment... Il y aura beaucoup d'entreprises chinoises qui peuvent vraiment installer en France. Parce qu'il y a trop de choses mentales qui stoppent cette l'entreprise chinoise installée en France. Il n'y a pas assez des choses pour accompagner les entreprises chinoises. Tu vas aller au Portugal, aller à Espagnol. Maintenant, ils sont tous ouverts. Tu payes 300 000 euros, acheter un appartement.
tu as les cartes de séjour espagnoles, carte de séjour Portugal. Tu as plein d'entreprises chinoises, plein de gens qui ont de l'argent. Ben, ils vont en espagnol, ils vont en Portugal. Ben, ils peuvent venir pas, ils veulent venir en France, mais ils ne peuvent pas. Donc l'argent, ils sont tous partis en autre pays, sauf la France. La France, il n'y a pas encore vraiment de notion à faciliter. Parce que l'argent, c'est l'argent, il faut les prendre. Et les Chinois, ils sont contents, ils aiment beaucoup la culture de France, l'histoire de France. Ils veulent venir, mais il y a un moment, après c'était trop difficile. Moi, de ma main, je vais commencer 5 entreprises qui venaient installer, qui a cherché local. Finalement, trop difficile. Ils n'ont pas assez de soutien. Et on dit des Noirs, c'était trop compliqué. Ils n'ont pas assez de choses faciles pour qu'ils installent. Il y a des Français, ils pensent que l'argent n'est pas important, mais c'est le mental le plus important. C'est pour ça que je dis, peut-être la France, les Français, ils vont un jour dépasser cet obstacle. Ils vont vraiment, dans la réalité, penser l'argent, il est important. Gagner en deux côtés, c'est important. À ce moment-là, je suis sûre, ça va être plus facile. Vous avez parlé des Airbus, des L'Oréal, des pharmaceutiques, des grandes sociétés qui ont collaboré en Chine. Mais si tu veux vraiment une relation économique riche, égale, pas avoir de retard, ça ne peut jamais rester que dans les grandes entreprises, Airbus, L'Oréal, pharmaceutique. Il faut vraiment même des petites entreprises, même des Chinois qui viennent, petites entreprises, ils apportent 500 000, 1 million, mais qu'ils puissent venir facilement. Il y a aussi une entreprise française qui avait envie d'aller en Chine, acheter les produits en Chine, manœuvre, c'est moins cher. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est moins cher, pourquoi pas? Il faut toujours penser à bénéfice et pas penser au mental. Ça, c'est une chose, je pense, dans notre partie, qu'on trouve ça, c'est très, très important, parler au Français. Mais si c'est pas cher, on utilise les produits chinois. Les produits chinois, maintenant, il n'est pas cher, mais quand même, bonne qualité. Il y a beaucoup de bonne qualité. Pourquoi pas utiliser? Et après, la France, ils sont forts dans d'autres choses, dans le parfum, dans le maquillage, dans tout ça. Et puis ça, on trouve très bien du vent vendant Chine. Chacun son côté et ne cherche pas tous les côtés égalité. En tout cas, de mon connaissance, les Chinois, ils aiment la France. Les riches Chinois, l'entreprise chinoise, ils veulent venir en France. Sauf, ils ont rencontré beaucoup de difficultés ici et finalement, ça n'a pas marché, ces côtés-là. Ouais. Merci Mahafan. Je vous rejoins. Il y a une certaine méconnaissance sur la partie, du côté français qui va fragiliser cet équilibre en fait entre les relations franco-chinoises. Et c'est ça qui ne permet pas forcément de faciliter aux entreprises chinoises de s'installer, mais aussi à des plus petites entreprises, des PME, des TPE, d'aller vers la Chine parce que justement, il y a cette méconnaissance. Merci. Intervenir puisque nous avions une question pour vous, Madame Leroy, puisque vous avez l'habitude de travailler avec des entreprises chinoises. Qu'avez-vous, vous, observé en termes de relations économiques franco-chinoises? Alors justement, je vais me permettre de rebondir sur tout ce qui a été dit. Je vais peut-être plus parler davantage de nos clients que de nos fournisseurs chinois. Et justement, ça va rebondir sur ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, les réglementations nous compliquent la vie, on va dire, pour parler franchement. C'est très difficile maintenant de travailler avec des entreprises chinoises, tant sur le plan administratif, mais aussi et surtout sur le plan environnemental, parce que tout ce qui va avec l'import-export veut dire de l'émission carbone. Aujourd'hui, la Commission européenne taxe les entreprises et à partir de 2025, vont empêcher les entreprises de faire de l'import de pays trop éloignés, on va dire. Donc déjà, on a nos relations qui vont être très limitées en termes import-export avec les entreprises chinoises à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça ne facilite pas nos échanges, d'autant plus qu'il y a, comme je l'ai dit précédemment, vraiment une méconnaissance du marché chinois qui peut faire peur aux entreprises françaises ou européennes. La maîtrise de la langue, même si en Chine, nous pouvons échanger en anglais, mais c'est vrai que c'est trop par rapport aux Français, c'est difficile, notamment parce qu'en France, nous ne sommes pas connus pour être les meilleurs en anglais non plus, même dans les entreprises internationales, il faut le dire. Et c'est vrai que ça empêche vraiment de créer des flux optimales
de vente et d'achat. Donc moi, de ce que j'ai pu observer, c'est plus au niveau des activités commerciales de mon entreprise. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, notre entreprise est basée surtout à l'étranger. Notre siège est à Marseille, mais toutes nos activités sont à l'étranger et nos plus grosses filiales sont en Afrique. Et aujourd'hui, si nous parlons de Chine-Afrique, ce n'est pas pour rien. La Chine est très implantée en Afrique, possède beaucoup de ports, euh, de mines, et ils ont l'exploitation de beaucoup de mines, de puits de pétrole, etc. Il y a un réel marché à aller chercher, et la Chine a fait partie des précurseurs sur ce qu'il y avait comme activité à chercher et à exploiter. Donc aujourd'hui, nous avons quasiment 70% de clients chinois en Afrique. Donc, on a beaucoup plus d'échanges à ce niveau-là plutôt que, à l'inverse, avec des fournisseurs chinois, parce que justement, on réglemente beaucoup nos imports-exports. Et il est très difficile aujourd'hui, maintenant, de dire que nous importons des équipements de Chine, des pièces détachées de Chine, parce qu'il y a eu aussi tout l'historique des années, de tout ce qui s'est passé récemment, on va dire, depuis 2020, 2019, 2020. La France et l'Europe cherchent vraiment à sortir de cette dépendance vis-à-vis de la puissance chinoise. Et malheureusement, cela entraîne des réglementations qui empêchent un équilibre commercial au final. Ça ne fait qu'engendrer une concurrence plus importante. Et la Chine se désintéresse peut-être un peu aussi maintenant de la France à cause de ça. C'est que les échanges ne sont pas facilités. Et à côté, la France ne s'intéresse pas suffisamment ou n'a pas encore l'appétence pour aller chercher du marché en Chine. Et c'est ça qui est très dommage. Voilà, c'est mon petit commentaire. Donc, nous allons peut-être reprendre sur le sujet de la pharmaceutique pour laisser la parole à nos étudiantes. Oui, c'est ça. À Yuhan. Alors, au sujet de cette relation économique, quels seraient pour vous les facteurs qui ont amené à la création de cette relation économique dans le secteur de la pharmaceutique? Pour répondre à ces questions, je pense le mieux est de s'intéresser au développement de l'industrie pharmaceutique française et chinoise entre les années 1945 jusqu'à 1980. Et pourquoi cette période? Parce que pendant ces 40 années, les deux pays ont connu par de nombreux succès remarquables. Par exemple, en 1945, la France a créé son propre système de sécurité sociale et qui a une révolution dans les domaines de la santé et qui a un tel retentissement mondial que la Chine s'en est inspirée pour créer son propre système de sécurité sociale. Et aussi, et quelques années après, en 1949, la République populaire de Chine est fondée. Et dans la même année, le CAS, l'Académie des sciences de Chine, est aussi fondée. Et le CAS, c'est vraiment un institut trop important pour la relation franco-chinoise. Parce que le CAS va être la première académie de recherche scientifique en Chine et montre donc bien la volonté de la Chine de développer ce milieu. Donc celui de pharmaceutique pour lequel l'Institut va beaucoup œuvrer. Mais seul problème, le CAS ne dispose pas des laboratoires communs avec des universités de pays. Et aussi est un pôle de sciences sociales, contrairement à son homologue française, le SNRS. Et durant cette même période en France, les spécialités remboursées par la sécurité sociale sont de moins en moins rentables pour les laboratoires pharmaceutiques. Et la recherche devient plus goûteuse et plus longue. Et les laboratoires pharmaceutiques se voient obligés de changer leur stratégie en convertissant au marketing et en partant à l'assaut des marchés étrangers. Mais cela aborde également de nouvelles opportunités
pour la coopération française et la France et la Chine. Par exemple, à partir de 1977, la France doit faire face aux nouvelles exigences économiques euh, pardon, de la Chine qui font suite à la recherche, à la relance des 4 modélisations par Hua Guofeng et Deng Xiaoping. Et les échanges commerciaux à la fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing sont à un niveau assez faible, malgré une volonté de relance, une coopération économique et culturelle de la part de la France. Même il y a, par exemple, en 1978, l'ancien Premier ministre Raymond Barre qui a visité à Pékin. Et en 1940, l'ancien président Giscard qui a aussi visité en Chine. Et d'un côté chinois, Hua Guofeng vient visiter en France en 1979 et à la recherche, inspiration technologique pour les réformes d'ouverture économique et des 4 modernisations, à savoir la modernisation de l'industrie, de l'agriculture et des transports et de la défense, incluant également le développement de l'industrie pharmaceutique. Pendant cette période, l'Institut pharmaceutique en Chine connaît un développement rapide, avec plus de 20 types de matières premières et pharmaceutiques principaux produits. Et en 1978, la Chine a également lancé des réformes ouverture qui ont pour conséquence de voir plus en plus de coopération émerger. Merci beaucoup, Johan. Je m'adresse maintenant à Ambre. Pour vous, comment cette collaboration prend forme et se développe? Comme on en a déjà parlé plusieurs fois, en octobre 1978, le CNRS est la première organisation française et l'une des premières organisations internationales scientifiques à signer un accord de coopération bilatérale avec le CAS. Cet accord est négocié peu de temps après l'accord intergouvernemental en matière de coopération et d'échanges scientifiques signé en janvier de la même année. Depuis, un fort axe de coopération s'est installé et le nombre de projets entre le CNRS et le CAS n'a cessé d'augmenter. On peut notamment citer en 1995 la création d'un bureau CNRS à Beijing, donc à Pékin. Et donc voilà, cette collaboration va vraiment donner le ton pour pour toutes les futures collaborations au final du secteur pharmaceutique entre les deux pays. Lorsque François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, ce dernier a bien compris que la Chine est un partenaire incontournable pour la France. Et de ce fait, il va se rendre en Chine en 1983, dans un contexte où les relations économiques sont quand même assez faibles entre les deux pays. Cela permet donc d'accélérer et de renforcer les relations entre les deux pays. Et dans les années 85 et 86, sont signés d'importants contrats comme celui de la centrale nucléaire de Daya Bay, confiée à Framatome. Le deuxième mandat de François Mitterrand se passe un peu moins bien que le premier et les relations économiques sont un peu en décroissance, majoritairement dues à des divergences politiques entre les deux pays. Mais sous la gouvernance de M. Chirac, la France souhaite relancer vraiment cette relation franco-chinoise à tous les niveaux. On arrive alors à de réels succès commerciaux pour la France, avec par exemple l'achat par la Chine d'avions Airbus. Et toujours dans cette idée de renforcement des relations, la France accepte des transferts massifs de technologies suite à la demande de Pékin. Et ces transferts, on va les appeler les grands contrats. Ces transferts se font surtout dans des domaines scientifiques tels que le nucléaire civil, la pharmaceutique ou l'aéronautique. Et en 1997, l'instauration d'un partenariat global vise à renforcer l'exceptionnalité des relations franco-chinoises. Du côté de la pharmaceutique, on peut citer Beaufour Ipsen, qui dans les années 90 a réussi à conclure 3 grands contrats avec la Chine, représentant ensemble 50 millions de francs à l'époque. Et 2 de ces collaborations vont vraiment être là pour exploiter les plantes utilisées dans la médecine traditionnelle,
Et le dernier contrat va être plutôt pour la création d'un site industriel à Tianjin afin d'alimenter le marché chinois en médicaments de licence française et ce à moindre coût parce qu'en effet ça leur permet, d'éviter les importations au maximum. Et si les groupes français voilà, s'implantent de plus en plus en Chine, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait une réelle opportunité sur le long terme euh, afin d'éviter les taxes douanières qui sont très élevées déjà à l'époque. Euh, et les... oh, pardon. Donc, bon, voilà. Excusez-moi. Donc, ils utilisent voilà, une stratégie d'implantation afin d'éviter au maximum les exportations. Dans les mêmes années, le 15 mai 1997, est signé un accord de coopération dans le domaine de la médecine et de la santé entre la France et la Chine. Et ces deux pays vont par cette collaboration, chacun apporter quelque chose. La francophonie, de son côté, va jouer un rôle majeur dans la formation de professionnels de santé, avec notamment la filière francophone de formation des médecins. Et du côté de la Chine, cette dernière va aussi pouvoir apporter son savoir-faire, surtout sur des choses qui nous sont encore inconnues en France, avec l'utilisation de plantes traditionnelles. Mais durant cette période, un groupe va nous intéresser tout particulièrement. Et il s'agit de Servier, qui est le premier groupe pharmaceutique à approcher la Chine, excusez-moi, en 1979, en établissant des licences de fabrication de médicaments. Mais par la suite, Servier va aussi se lancer dans la recherche avec plusieurs vagues d'accords de la recherche avec le SIMM, donc Shanghai Institute Medical Materia, ce qui va nous donner une bonne idée de l'importance que va prendre la recherche au sein des relations franco-chinoises. Le deuxième point important qu'on va aborder et qui a aussi façonné les relations franco-chinoises, ça va être l'accord de coopération sur le contrôle des maladies émergentes, qui va être signé en octobre 2004. Cette coopération va consister à la création d'un P4, donc c'est un laboratoire où l'on étudie les virus émergents à Wuhan sur le modèle du P4 de Lyon. Donc la France va pouvoir exporter son savoir-faire technologique, le design et le management de ces bâtiments, mais surtout va former du personnel chinois, dont un certain nombre de chercheurs à la culture cellulaire en milieu P4. Cette collaboration exclusive a aussi donné lieu à la création d'un nouveau comité franco-chinois sur les maladies infectieuses. Donc les éléments que nous avons vus jusqu'à maintenant montrent la volonté de la France d'aider la Chine par des transferts de technologie, mais aussi de s'en inspirer sur des choses moins connues comme la médecine traditionnelle. Cependant, les relations commerciales à ce moment sont assez superficielles et avec un but principal qui va être du profit individuel. Merci Ambre. Je m'adresse maintenant à Rose. Quels éléments montrent que nous avons atteint une nouvelle étape dans cette relation? Tout d'abord, comme l'a dit Ambre, à la fin des années 2000, la relation est quand même assez fragile, et notamment sous la politique de Nicolas Sarkozy, puisqu'on va avoir des tensions politiques, mais aussi la crise des subprimes qui va toucher le monde entier en 2008, va fragiliser cette relation et va l'arrêter complètement. Elle va reprendre que à la fin de l'année 2009, mais la reprise va quand même être très très lente et ce n'est que sous la présidence de François Hollande que là la relation va se renforcer et va prendre une nouvelle direction. Notamment parce que la Chine va aussi changer sa politique avec notamment le projet Made in China 2025 qui va permettre de renforcer la recherche et le développement des entreprises chinoises et notamment dans le domaine pharmaceutique. Et il y a aussi une volonté de la France de se séparer de la relation avec les États-Unis et de gagner une certaine indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et elle s'est rendue compte également que pendant la crise de 2008, les relations entre la France et la Chine ont continué au niveau commercial malgré tout, et notamment avec Airbus, qui a réussi à garder la Chine comme marché principal et en faire son premier marché durant cette période. Donc on va avoir une nouvelle étape et surtout une volonté de travailler ensemble main dans la main. Et ça va passer tout d'abord par des partenariats universitaires dans le domaine de la médecine et de la pharmacie. À l'heure actuelle, on compte 18 partenariats universitaires dans ce domaine, soit le domaine qui en compte le plus grand nombre à l'heure actuelle, notamment dans des villes comme Pékin, Shanghai ou encore Hong Kong.
Il y aura également la même année la création d'écoles d'été, notamment comme l'école de France Excellence, qui va permettre à des chercheurs chinois, des étudiants chinois de venir en France pour étudier et être initiés à la recherche avec des cours dispensés en anglais à l'équivalence de M2, mais aussi ils vont avoir des cours en français et sur la culture française. Donc on voit aussi que le rôle de la francophonie va être important dans ces partenariats universitaires. Et il y aura également des bourses mises en place avec Sanofi et le CAS pour pouvoir faire venir les meilleurs chercheurs chinois en France. Et ça va permettre aux étudiants de rencontrer potentiellement de nouveaux encadrants pour des thèses et aussi de réaliser, pourquoi pas, leur thèse en France. Le CNRS va être aussi inspiré par ça et va vouloir justement développer davantage de collaboration, notamment avec la création du Tsai Yuan Pei en 2024, qui va permettre de réaliser des thèses avec une co-tutelle et une co-direction franco-chinoise. Également, on va sentir que la France a aussi un impact sur la politique chinoise, puisqu'en 2016, il y aura le programme Healthy China 2030 qui va être créé, qui permet de développer le système santé, mais aussi qui va protéger les brevets qui jusqu'ici étaient vraiment une crainte de la part des chercheurs français et un frein pour les chercheurs d'aller en Chine. Mais ça va permettre également aussi aux entreprises étrangères de pouvoir répondre plus facilement aux appels d'offres lancés par la Chine. Et Sanofi va justement répondre à ces appels. Et notamment en détenant à l'heure actuelle la 5e part de marché avec 1,9% de part de marché en Chine. Et c'est d'ailleurs le 2e marché le plus important du groupe. Ensuite, il va y avoir la politique d'Emmanuel Macron qui va amener à une autre étape de cette volonté d'avoir une collaboration main dans la main, où là, on va réellement avoir une production commune. Donc, tout d'abord, en 2018, on va commencer les recherches avec le P4 qu'a mentionné Ambre à Wuhan, pardon, avec le début des recherches sur les virus, notamment comme Ebola. Il y aura également l'envoi de 50 chercheurs français, ce qui est un nombre assez important pour travailler avec des chercheurs chinois justement sur ces virus. Également, le Covid, étonnamment, va permettre justement d'avoir une réelle production avec l'accord Baidu-Sanofi qui va créer le vaccin de Sanofi. Sans cet accord, le vaccin n'aurait jamais existé. Donc on voit grâce à ça que maintenant, la relation a énormément évolué et qu'on produit des choses ensemble avec nos connaissances communes. Et on le voit notamment aussi sur le côté politique, puisque le président Emmanuel Macron a fait énormément de voyages pendant ces 2 quinquennats en Chine, qui ont été stoppés pendant le Covid, mais ont très vite repris. Pareil, on a vu le président Xi Jinping qui s'est rendu plusieurs fois aussi également en France sur cette période. Et tous les deux ont montré lors du précédent G20 la volonté de montrer au monde la collaboration franco-chinoise dans le domaine pharmaceutique. Merci. Je vais justement rebondir sur ce que vous venez de dire et poser la question à Emma. Quel avenir peut-on envisager pour la relation franco-chinoise sur le plan économique ? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais d'abord reprendre ce que disait Rose sur les politiques macronistes. On a dans le mandat de M. Macron une réelle volonté, je pense, de renforcer ces politiques avec la Chine et ses coopérations. Puisqu'on l'a bien vu, M. Macron a tout du long de son mandat évoqué ce fait de vouloir renforcer. Il l'a notamment fait une première fois lors de son voyage en Chine en 2017. Il l'a réaffirmé l'année dernière à nouveau, notamment dans ses discours à Sun Yat-sen avec les étudiants. Et donc, en France, on a, en tout cas sous le mandat de M. Macron, une vision très stable de ces coopérations. Quant à la Chine, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle a toujours été très stable dans ses relations avec la France, puisque même quand la France a émis des doutes quant à cette coopération, la Chine a toujours affirmé son vouloir de continuer. Donc, je rejoins ce que disait la professeure Ma sur cette relation qui, politiquement, est très stable et qui donc laisse envisager qu'on va avoir un vrai renforcement de ces coopérations. En ce qui concerne le contexte économique,
Je crois que même s'il y a eu quelques variations après Covid, l'économie française comme l'économie chinoise reste très stable. Ou en tout cas, ça ne devrait pas poser de problème pour les entreprises puisqu'il n'y a pas de risque pays très grand qui pourrait faire douter les entreprises d'investir dans cette coopération. Je crois aussi qu'il y a un contexte économique global qui renforce cette coopération, puisque on a un besoin mondial qui est croissant dans les domaines de la pharmaceutique, et notamment dans les traitements oncologiques, des maladies respiratoires et antidiabétiques. Et donc, ces problèmes de santé, c'est des problèmes qui ont déjà été traités par les partenariats franco-chinois. Le vieillissement de la population. Chaque année, il y a 8 millions de personnes supplémentaires qui sont ajoutées à la catégorie des personnes qui sont considérées comme âgées. Selon les études, c'est à plus de 60 ans. Et c'est un problème de santé auquel la France fait également face. Et c'est un problème de santé auquel la France fait face depuis déjà plusieurs années. On a donc déjà en France certaines solutions vis-à-vis de ce problème. Cependant, la France reste encore très minoritaire dans ses avancées technologiques. Un point sur lequel, au contraire, la Chine est très avancée. Et je pense donc qu'encore une fois, il y a même une nécessité de renforcer ces relations, puisque ce sont ces coopérations qui vont permettre à nos deux sociétés d'avancer et de traiter ces problèmes-là. Donc je pense que sur les prochaines années à venir, en tout cas, il y a certainement un renforcement de ces coopérations qui va s'opérer. Cependant, je pense qu'on peut quand même douter de l'approfondissement de ces relations puisque, on le sait, le secteur d'exportation le plus important pour l'économie française à l'étranger, ça reste le secteur de l'agroalimentaire. Secteur qui, dans les coopérations franco-chinoises, reste très minoritaire. Je pense donc qu'on peut s'interroger sur ce fait-là, puisque les principaux secteurs d'exportation français vers la Chine restent encore l'aéronautique et la pharmaceutique. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, avec Airbus, donc dans l'aéronautique, il y a eu déjà cette volonté donc franco-chinoise de se délier des États-Unis et de lutter contre l'impérialisme américain. Et je pense que c'est également pour ça que la question de la pharmaceutique est si importante actuellement, c'est qu'il y a une volonté de refaire ce qui a été fait avec l'aéronautique dans la pharmaceutique. Et notamment grâce aux avancées déjà de la France, puisque la France est historiquement très importante dans le milieu de la pharmaceutique, mais elle n'arrive pas à dépasser les géants américains. Ce qu'elle pourrait réussir à faire avec l'aide technologique chinoise. Donc finalement, cette coopération, elle est axée pour la Chine d'une façon à lutter contre les États-Unis et de remporter cette guerre commerciale, et pour la France d'améliorer sa condition économique. Et donc, je pense qu'effectivement, il n'y a pas tellement un approfondissement de cette relation, puisque chaque pays cherche encore une fois son avantage dans cette relation. Et je pense que ça se voit davantage dans la relation qu'entretient la France et la Chine, qu'on pourrait presque qualifier de conflit-coopération, puisque Rose l'évoquait, il y a effectivement une multiplication des recherches conjointes entre la France et la Chine. Cependant, les résultats obtenus de ces coopérations sont toujours utilisés individuellement par les pays pour avoir un avantage individuel et créer du bénéfice dans chacun des pays. Ce qui n'est pas forcément une chose négative, puisque ça permet aussi, cette concurrence, de continuer à vouloir progresser dans les milieux pharmaceutiques, scientifiques et tous les autres domaines. Mais donc, je pense qu'effectivement, on ne peut pas douter qu'il y a un renforcement des relations, mais qu'on peut douter de cet approfondissement. Merci beaucoup Emma pour votre commentaire très pertinent. Et je vais rebondir justement dessus. Nous sommes aujourd'hui en effet sous la forme d'une relation qui est à la fois coopérative mais surtout concurrentielle. Donc il y a une forme de dialectique entre nos deux pays. Mais pour autant, les deux pays n'utilisent pas tout à fait toutes les forces, toutes les cartes qu'elles ont en jeu pour travailler ensemble. La France aujourd'hui a réellement montré une volonté de sortir de la dépendance au niveau supply chain avec tous les pays asiatiques, notamment la Chine, l'Amérique, mais l'Amérique en réalité un peu moins.
Puisqu'au final, en Europe et en France, nous nous fournissons beaucoup moins, je parle de tout ce qui est industriel, en Amérique. Aujourd'hui, la dépendance, c'est plus vers la Chine. Et c'est vrai que c'est une réelle volonté, tant sur le plan des réglementations qui empêchent justement ces échanges, mais aussi au niveau privé des entreprises, de s'autosuffire, de trouver les moyens de ne plus avoir à attendre une pièce pour dépanner, je dis n'importe quoi, mais un matériel. C'est très compliqué. Aujourd'hui, on nous appelle pour une panne. C'est très compliqué de dire bah, la pièce est en Chine. Euh, alors oui, il y a tous les transports aériens, ça peut prendre 2 jours. Mais après, nous sommes taxés sur les émissions carbone de nos imports-exports, etc. Donc aujourd'hui, les entreprises on doit faire des choix, on va dire. Et la France, aujourd'hui, mise plutôt sur une autosuffisance, je prends pour exemple notamment le plan d'innovation santé à 2030, qui vise à faire de la France une puissance souveraine en matière de santé. Donc sur le plan de la supply chain, la France, vraiment, je vais dire presque qu'elle joue solo. Mais pour autant, je vais également rebondir sur ce que vous avez dit, Emma, pardon, hein, excusez-moi. Mais la France cherche également à s'appuyer sur des forces actives, dont la Chine, notamment sur le plan de la recherche. Et sur le plan de la recherche médicale, nous avons vraiment pu observer que la Chine a connu une réelle montée en puissance, notamment avec le Covid, etc. Tout ce qui a eu comme avancée technologique et scientifique fait rayonner la Chine sur le plan pharmaceutique et sur le plan médical. Et la France devrait pouvoir s'appuyer sur cette expertise, et la Chine devrait faire de même, puisque la France est quand même reconnue sur le plan de la recherche, sur tout domaine confondu. Donc je pense que ces deux forces-là devraient davantage s'appuyer, et cette relation devrait se fortifier pour créer un réel équilibre économique qui nous permettrait justement de contrer la puissance américaine. Voilà. Voilà pour mon commentaire. Monsieur Tang, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, effectivement, je trouve l'évolution au niveau modèle relationnel dans l'économie franco-chinoise correspond tout à fait une logique de on commence par, surtout France, Chine, on commence par une relation, je dis, enseignant-apprenti. La Chine, elle est là pour apprendre le savoir-faire, pour apprendre aussi le processus. Et ensuite, on a passé du coup en une relation, on dit une relation très traditionnelle, acheteur-fournisseur. Voilà, j'achète, tu vends. Et on ne peut pas dire que c'est une relation coopérative, c'est plutôt une relation, on dit, imposée par l'exigence de coordination de supply chain. Et ensuite, on a passé, je dirais, on a passé un début d'une démarche de co-développement. Voilà, c'est ce que vous venez de présenter. Et puis, forcément, dans cette démarche de co-développement, on trouve un aspect très fort de, on dit, conflit ou concurrence, coopération. Alors, pour moi, en fait, ce qui m'intéresse dans ce modèle, ou pour gérer, pour faire fonctionner ce modèle, c'est plutôt comment faire fonctionner ce modèle. Parce que, bon là, peut-être je suis parti un peu trop loin. Moi, je dis, un manager ou les managers imprégnés, on dit des principes, d'organisation taylorienne qui focalisent sur la division de travail, ou qui ont été éduqués par, on dit, les modèles de management élaborés et ensuite expérimentés au sein des entreprises américaines. Est-ce que ça va nous servir pour gérer ça, pour gérer ce modèle conflit, coopération? Pour moi, je pense pour gérer ce modèle, pour faire fonctionner ce modèle, il faut qu'on travaille aussi sur l'éducation des jeunes, qui vont un jour, qui vont devenir le jeune manager, le manager senior de l'entreprise.
Après, je vais encore un peu plus loin sur on dit, parce que moi j'ai une idée parce que tout à l'heure, c'est Rose, vous avez parlé de McDonaldisation. Oui, aujourd'hui, ça c'est le courant, McDonaldisation. Je veux dire, quand une entreprise délocalise dans un autre pays ou des groupes internationaux voilà, qui cherchent produits ailleurs, ils gèrent comment le conflit? Ils imposent juste le standard, le processus standardisé. Voilà, vous allez tous travailler comme ça, vous allez tous travailler comme je veux. C'est bon? Donc, voilà, pas de, on ne laisse pas de marge d'action dans la réaction vis-à-vis de ces standards. Mais du coup, ça, est-ce que ça cache, bon, ça cache le conflit, mais ça ne calme pas les conflits. Ensuite, la coopération. Mais ça, ce n'est pas une coopération, c'est plutôt une soumission, n'est-ce pas? Donc, je pense que pour les entreprises, enfin aujourd'hui pour les entreprises, aussi pour les jeunes étudiants, là, il faut qu'on apprenne, surtout, il faut qu'on apprenne. On dit, oui, moi, ça ne me dérange pas de renseigner on dit des modèles, des processus américains, même japonais, mais il faut avoir suffisamment de recul. Voilà, ce modèle fonctionne bien dans telle conditions, mais par contre, quand on l'applique ailleurs, fais attention, il y a des spécificités contextuelles, il y a des spécificités culturelles. Voilà, là, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en France, en Chine, pareil, quand on enseigne, quand on fait des cours de gestion, on ignore complètement ça. Voilà, on dit ça, c'est le meilleur modèle. Voilà, vous allez appliquer ça partout dans le monde et ça va marcher partout dans le monde. Voilà. Merci, Monsieur Tang. Je m'adresse maintenant à Ma Fan. Est-ce que vous voudriez ajouter votre point de vue sur tous les éléments qui ont été évoqués jusqu'à maintenant? Oui. C'est bon, on vous entend. Déjà rajouter la langue. Je pense la France était en retard dans les relations économiques. Une des raisons, c'est handicapé de la langue. En tout cas, quand j'étais en Chine, je vois. Dans mon université, dans l'époque, les occidentaux qui viennent pour apprendre la médecine chinoise, on a 60 à l'allemand, on a en français. Parce que les Français parlaient mal l'anglais. C'est vrai, tout ce que j'ai réussi en Chine dans les entreprises françaises, les managers, ils parlaient très bien l'anglais. Ça, c'est une des choses qui était un point handicapé, parce que c'est vrai, dans l'éducation de l'anglais en France, avant, les gens ne parlaient pas bien l'anglais. Mais je pense peut-être avec une nouvelle génération, ça va changer. Maintenant, les jeunes, là, tu vois, avec ma fille et mes deux filles, il y a une semaine, on était en Angleterre. Je me dis que maximum, il va voyager, maximum, il parle une autre langue. Il voit la fenêtre, il voit la porte, il voit le monde, pas que la France. Donc, je pense avec la nouvelle génération, que si on parlait bien l'anglais, qu'on parlait bien chinois, peut-être, et aussi, vous voyez l'esprit, peut-être la France, c'est continuer pour rattraper une partie aussi. Parce que c'était une des raisons que j'ai observé quand j'étais en Chine. Il y a vraiment très peu de Français. On a dans une réunion d'entrepreneurs, on a beaucoup d'Allemands, Américains, Hollande, mais France, c'est toujours très peu. Ouais, ça, c'est une chose je voudrais rajouter par rapport au langage. Je pense que les jeunes, là, il faut parler l'anglais, il faut y aller, il ne faut pas empêcher de ça. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Ma Fan. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Je dis aussi, pour que ça marche, les relations économiques, il faut rester souple et simple. Une entreprise française, il faut vraiment rester simple. Je donne un exemple que j'ai vécu, ça fait 2 jours que j'ai vécu. Une entreprise de Shanghai va acheter un produit en entreprise française. Et ils ont déjà tout d'accord, ils achètent au niveau des prix, aucun problème. Mais cette entreprise Shanghai, il n'arrive pas à acheter parce que c'est une entreprise française, il veut remplir des fiches clients. Mais comme c'est une entreprise de Shanghai externe en France, c'est très compliqué. Il n'arrive pas à remplir les fiches clients. Du coup, à la fin, c'est l'entreprise Shanghai, il passe par moi, par mon entreprise, pour l'aider à acheter ce produit. Mais il va me payer un service. J'étais étonnée. Je dis, mais tu achètes et tu payes, il te donne, c'est tout. Je me dis, mais ça fait 3 mois on est dans cette histoire parce qu'il n'arrive pas à remplir les fiches clients. Parce que c'est une entreprise chinoise. Tu vois, ce genre de choses,
Il ne faut plus être là. Tu donnes l'argent, je te donne. C'est tout. Il ne faut pas compliquer. Il faut rester vraiment simple, souple et direct. Ouais. Tout à fait pertinent et nous le voyons aujourd'hui dans notre société. C'est très compliqué, surtout qu'on travaille à l'international avec des fournisseurs d'à peu près partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine, en Colombie par exemple pour de la viande, peu importe. Mais c'est très difficile d'engager un contrat avec des fournisseurs étrangers parce que nous avons notre liste de certification, nos numéros d'enregistrement, etc., qu'ils n'ont pas. On n'a pas le même système partout. Donc, soit il faudrait qu'on harmonise au niveau international, d'avoir des standards. On a déjà certains standards comme les certifications ISO en qualité, etc. Mais il faudrait davantage travailler sur cette harmonisation internationale pour favoriser et faciliter les échanges. Parce qu'encore une fois, sans cette harmonisation, cela crée des monopoles, ça empêche certaines sociétés de pouvoir engager des activités à l'étranger. Et c'est dommage, alors qu'on pourrait justement faciliter nos échanges et comme vous l'avez bien dit, vendre et acheter. Mais aussi, comme l'a bien dit Monsieur Tang, il faudrait coopérer. Mais toutes ces réglementations-là empêchent une bonne relation entre clients-fournisseurs, que ce soit dans les deux sens, hein, vraiment. Et même au niveau de la Chine, il y a certaines facilitations, mais pour certaines entreprises françaises, le problème, c'est la méconnaissance, c'est la langue, c'est tout ce qui va avec. Donc il faut vraiment développer ça. Et comme on l'a dit, cela passe par l'éducation. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans la salle, il y a d'autres étudiants LEA, mais ce que nous avons discuté justement ce midi, c'est au niveau des entreprises, les langues, c'est quelque chose de très abstrait. Aujourd'hui, vous allez voir un RH pour un emploi, il va vous dire, bon d'accord, vous avez un diplôme de langue, mais encore. Alors qu'en réalité, ces langues que vous apprenez est un réel atout pour votre futur. C'est vraiment ça qui va faire la différence sur votre CV. Par rapport à des personnes qui sortent d'écoles de commerce ou des ingénieurs, vous avez cette compétence de comprendre votre interlocuteur, de comprendre aussi la manière dont il va se comporter, parce qu'il n'y a pas seulement les mots qui va rentrer dans le business, mais il y a aussi le comportement. Et tout ça, vous l'étudiez en cours. Et c'est extrêmement important. Et c'est ça qu'il faut que vous puissiez mettre en avant lors de vos entretiens, mais aussi lors de vos discussions avec vos managers, etc. C'est que vous avez des atouts. Mais les entreprises ne le savent pas. C'est beaucoup trop abstrait pour eux. Donc, il faut vraiment miser là-dessus. Vous avez cet atout, c'est la langue, la compréhension de l'étranger. Et c'est quelque chose de très important que peu de gens aujourd'hui, notamment en France, ont. Voilà, c'était simplement mon petit commentaire par expérience. Bon, alors nous allons reprendre donc notre discussion. Il me semble qu'il y a une question des étudiantes. Oui, effectivement, j'aimerais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire sur l'importance d'apprendre des langues. Et j'aimerais savoir si la professeure Ma pense effectivement aussi que l'éducation et la formation permettraient de contribuer à cette relation franco-chinoise. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Il faut commencer par petit. Il faut changer presque un peu l'esprit qui est trop conservateur, trop traditionnel. Il faut des jeunes plus directs, plus osés. Il y a trop de tabous en France. Ça, on ne peut pas parler. Ça, on ne peut pas parler. Mais les jeunes générations, il faut vraiment soit. Je pense que je suis très confiance des nouvelles générations. Change la France. La France est tellement riche et il est admiré par beaucoup de pays. Avoir un passeport français, tu peux traverser du monde. C'est vrai, les gens, ils aiment la culture française. Donc, il ne faut pas, on est handicapé par les tabous de la langue, des conservatoires, tout ça. Il faut vraiment, à l'avance, je pense, ça va changer. Ça va changer. Emma, j'aimerais ajouter aussi un petit expérience. Quand j'ai fait ma thèse, j'ai passé beaucoup de temps dans les entreprises on est internationales, comme je cite pas le nom. Hein. Bon, tout à l'heure, on a parlé, bon, bah, on dit les entreprises françaises, les Français, peut-être, voilà, on n'a pas beaucoup de l'intention de comprendre le comportement chinois et la logique, voilà, comment les Chinois réfléchissent. Mais en fait, je veux dire, les Chinois non plus. Hein. Voilà. Les Chinois non plus. C'est plutôt
Ils sont gentils, ils sont souriants, ils disent jamais non. Mais souvent, je l'appelle plutôt, c'est une désobéissance. Ouais, désobéissance, ouais, cachée ou obéissance passive. Voilà. Il dit pas non, ça veut pas dire il est d'accord. Là, je vois dans l'entreprise, en fait, c'est d'abord, là, je reprends le discours, enfin, tout ce que j'ai dit sur l'éducation. Après, il y a la formation. C'est-à-dire, les managers français, ils ne sont pas formés ou ils sont rarement formés, on dit ils sont rarement formés, on dit au sujet management interculturel, mais avec, on dit, des méthodes précises. Quand on parle management interculturel, on dit quoi? Il faut écouter. Il faut écouter. Mais quand les Chinois, ils disent rien, comment on peut écouter? Voilà. Après, les Chinois, oui, c'est pareil. Les Chinois, on leur fait, j'en ai fait quelques formations sur du management interculturel avec les salariés chinois. Ils ne disent jamais rien. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'interaction. On ne sait pas. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont finalement appris. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Rien. C'est-à-dire, quand il y a un problème, quand il y a un problème se produise, euh, on dit, bon, ben ça, c'est la faute de qui? Les Chinois, bon, c'est c'est peut-être lui, mais par contre, je confirme rien. Mais ça, le problème de ça, ce que je veux dire, c'est que quand les personnes signalent rien dans l'entreprise, on ne voit pas le problème. Si on ne voit pas le problème, on ne trouve pas solution d'amélioration. Si on ne trouve pas solution d'amélioration, la performance globale de l'entreprise reste faible. Voilà. Après, je dis, en Chine, on ne fait que des cours, on donne que des cours on dit, de management basés sur les modèles américains ou internationaux, mais il n'y a pas un cours qui parle de la gestion à la française. Voilà. Et en France, peut-être c'est un peu mieux. Voilà, on parle peut-être de management à la confucienne, mais en Chine, il n'y a pas ça. Donc là, je pense aussi c'est un pilier, enfin, c'est un secteur où c'est des activités importantes à développer en Chine. Mais ça, c'est plutôt votre travail, votre mission. Voilà. Cultiver les Chinoises, voilà, la gestion à la française. Au moins pour que les Chinois comprennent comment les Français souhaitent gérer les choses. Voilà. Merci, Monsieur Tang. En effet, il y a un réel échange entre nos employés chinois et les employés français à réaliser. Et c'est vraiment au travers de personnes comme vous et sûrement des personnes dans la salle qui ont justement cette connaissance et qui pourront aller vers l'autre qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a vraiment un travail à faire et comme l'a bien dit Mahafan, nous comptons sur les nouvelles générations pour fortifier ces échanges. Voilà. Donc, je vais passer maintenant, il me semble qu'il y a une question de Yuhan sur les startups et les PME chinoises. Je te Ouais. laisse la parole. Du coup, j'ai une question à professeur Ma. Durant mes stages, j'ai fait pas mal de missions à l'aide des TPE et des PME fondées par les Chinoises en français et pour faire le projet de la communication et de procéder le recrutement. Et j'ai donc l'impression que ces entreprises ont joué un rôle dynamique dans la société régionale, dans l'économie régionale française. Et sur ce point, j'aimerais savoir d'abord si cette impression est correcte. Et si c'est le cas, pouvez-vous me expliquer un peu plus cet dynamisme? Dans notre fédération chef d'entreprise chinoise, on a beaucoup de TPE et PME, beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et moi-même, c'est aussi une entreprise moyenne entreprise. Pour moi, c'est pour ça tout à l'heure, quand vous avez parlé d'Airbus, de L'Oréal, tout ça, ça ne suffit pas. Pour la réaction économique, il faut vraiment mobiliser petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises, ils sont souples, ils sont rapides. Les grandes entreprises, pour prendre une décision, il faut 3 mois. Mais petites entreprises, je vous fais ça, moi, dans mon société, je vous fais ça, je l'ai fait dans le sous-compte. Donc, tu vois, il y a fait efficacité économique de la France et mondiale. Il est basé des petites et moyennes entreprises. Et c'est pour ça, le rôle des petites et moyennes entreprises, il est très, très important.
dans la région, pareil. Je vois Anne qui est là. Anne connaît bien la situation de la région. Donc, c'est vrai, il faut toujours en penser, pas que les grandes choses, Il faut rester un petit, moyen entreprise. C'est eux qui payent les impôts, c'est eux qui vont construire vraiment l'économie. Et beaucoup de petites et moyennes entreprises en Lyon, très, très actives. Très actives. Import-export dans notre fédération, il y a import-export, beaucoup d'import-export. Mais c'est eux qui ont fait vivre la France, hein, quelque part. Ils ont emporté des lampes, des lumières, des ficelles, tout ça, des petites choses que les Français, beaucoup d'entreprises françaises qui en ont besoin, qui n'est pas cher, qui est bonne qualité. Donc c'est très, très actif et très important, et tu as raison. Ouais. Merci beaucoup. Alors, il nous reste très peu de temps, 5 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Alors, il a été évoqué voilà, lors de notre échange à plusieurs reprises que la France est appréciée à l'étranger et a une bonne image. Donc, pour vous, professeur Marat, ou pour vous, Madame Leroy, selon votre expérience ou vos observations, comment voyez-vous l'influence de la francophonie sur le succès de l'entrepreneuriat chinois en France, ou du moins sur le succès de la relation franco-chinoise? Ma femme, si vous voulez. La langue, comment je vois le langage? Oui, comment voyez-vous l'influence de la francophonie? Francophonie, ça veut dire la langue? Oui. Ok. Je pense que c'est vrai, c'est très, très important, la langue. C'est pour ça que je suis vraiment surpris et très content de voir autant de gens parler bien chinois, de plus en plus. Maintenant, avant, on dit les Chinois, on n'ose pas dire on peut dire, dans les métaux, on peut dire des mal au français en chinois. Maintenant, on n'ose plus. Parce qu'autour, il y a toujours trop quelqu'un qui parle bien chinois. Donc ça, c'est un grand progrès. Et quand on a la langue, tu vois, nous, quand on parle dans les fédérations, on est presque tous parlent bien français. C'est vrai, c'est une nouvelle génération de l'entrepreneur chinois aussi. Les vieux générations chinois qui venaient en France, ils font que des restaurants, ils ne parlaient pas français. C'est vrai, ça, du coup, ça a une limité des activités. Ils font que des restaurants, il n'y a jamais pour gens échange. Mais on appelait ça nouveau businessman chinois. C'est vrai, on est dans tous les domaines là. Et ils ont des bons diplômes, ils parlent bien français. Ça, c'est un point très, très important. Tu vois, on connaît les lois, on connaît les impôts, on sait comment on fait les comptes. Ça change tout. Ça change tout. C'est pour ça, je pense que c'est vraiment important pour les Chinois qui sont en France, qui parlent bien français, et pour les Français qui sont en Chine, parler l'anglais et parler chinois. Ouais. Je ne pense pas que j'ai beaucoup à rajouter, surtout que mes activités sont plus à l'étranger. Nous n'avons aucune activité en France, mais je dirais que la France doit participer aux échanges internationaux et renforcer justement ses liens avec la Chine, de par justement les échanges linguistiques, la connaissance de la langue dans les universités, etc. C'est vraiment ce point-là qu'il va vraiment falloir développer dans les années à venir et qui va permettre de renforcer ces échanges. La connaissance de l'autre, c'est le plus important. Je pense que nous allons terminer donc cette discussion. Donc, je tiens de nouveau à remercier nos intervenants d'aujourd'hui et toutes les équipes et les personnes qui ont permis le bon déroulement de ce dialogue, de cette table ronde aujourd'hui, de pouvoir célébrer les 60 ans de la relation diplomatique France-Chine. Donc, merci également à vous pour votre présence et votre attention. Et je vous souhaite à tous une belle après-midi. Merci. Est-ce que, monsieur professeur, est-ce que vous voudriez faire un discours? Merci beaucoup. Merci. Merci, oui, donc cette belle table ronde conclut un peu la journée, pas tout à fait, parce qu'il y a encore des activités de kung-fu et de tai chi dans la salle à côté. Mais je pense qu'on arrive quand même pas loin du terme de ces 2 journées. Donc c'était 2 journées très riches. J'ai beaucoup de gens à remercier, en fait. Bien sûr, tous les intervenants qui sont venus d'un peu partout en France, qui sont venus de Chine, tous les personnels de l'université et les étudiantes du département de chinois dont la présence a été très favorablement remarquée, les étudiants
des parcours relations internationales francophonie aussi, qui étaient plus présents hier sur la journée d'hier, qui étaient plus spécialement consacrés à ces activités-là. Bien sûr, 2IF, tous les gens de 2IF et du service des relations internationales. Tous les participants, je pense que c'est la première année qu'on a autant de public à toutes les activités. Alors c'est vrai que là, on arrive au deuxième jour et puis c'était plus spécialisé, il y a un petit peu moins de monde, mais c'est aussi parce qu'on a proposé beaucoup d'activités, notamment en parallèle, donc forcément tout le monde ne peut pas être partout. Et en plus, il se trouve que le jeudi, c'est une journée assez chargée au niveau des cours. Donc voilà, je pense que le format que nous avons stabilisé cette année pour les rencontres internationales de la francophonie est maintenant bien rodé. L'an dernier, c'était la Louisiane. Cette année, c'est la Chine. C'était important que ce soit la Chine cette année, vu qu'effectivement, on célèbre les 60 ans des relations diplomatiques. Et le contenu de vos échanges ont bien montré que c'était à la fois d'actualité, qu'il y avait encore des questions à se poser et des choses à faire ensemble. Je pense qu'à l'université Jean Moulin, on peut être très fier d'avoir un département de chinois très dynamique, à la fois au niveau LLCE pour la culture, la littérature, la langue, mais aussi au niveau LEA, parce que ça forme les cadres de demain. Et je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez évoqué lors de vos discussions. Effectivement, les linguistes qui sont formés en anglais et dans une autre langue, surtout dans une langue culturellement plus éloignée que le français des autres langues européennes, c'est vraiment un atout dans l'entreprise. Vous disiez que c'était un peu abstrait pour les chefs d'entreprise, c'est sûrement vrai. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire auprès des chefs d'entreprise pour leur expliquer. C'est pas facile quand on est employé d'expliquer à quel point on est important. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là, notamment au niveau des DRH. On parle des soft skills, mais ce n'est pas que du soft skill, parce que ce sont des connaissances linguistiques précises, d'un savoir-être. Et on a tous vu que même si on peut utiliser DeepL pour faire des traductions, même si maintenant il y a des applications qui traduisent en direct ce que vous dites sur les smartphones, ça ne remplacera jamais le contact humain. Et on le voit en termes des relations internationales tous les jours, c'est-à-dire que quand on échange, ne serait-ce qu'en Zoom, c'est une chose, c'est mieux que rien. Quand on a la personne en face, qu'on échange, qu'on se rend compte, qu'on a des points communs, une culture commune, parce que justement on a fait l'effort d'aller vers l'autre, eh bien les relations de confiance s'instaurent naturellement, nécessairement. Et je pense que ça, c'est vraiment un message, un point que vous avez soulevé, mais un message qu'il faut faire passer sans relâche auprès des entrepreneurs, auprès de nos dirigeants, auprès de nos dirigeants au niveau de la région, au niveau de la métropole, au niveau de l'État. C'est vraiment quelque chose d'important. Les langues, ce n'est pas un petit supplément d'âme. C'est aussi une vraie compétence professionnelle. Et ça, je pense que c'est vraiment un message que je tiens à faire passer. Après, je vais me tirer une balle dans le pied pour terminer en beauté. Il a été question de la francophonie. C'est organisé sous l'égide de la francophonie, ces relations. Puis j'ai entendu dire que les Français étaient mauvais en anglais. C'est vrai. Je suis professeur d'anglais. Je suis bien placé pour le savoir. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à résoudre. C'est justement cette volonté de défendre la francophonie, qui n'est pas que la langue, bien sûr, mais qui est aussi beaucoup la langue. Parce que c'est important que le français reste une langue utilisée dans les échanges, et pas simplement une langue romantique pour lire des jolis romans du 19e siècle. C'est aussi une langue utile. On l'a vu avec nos partenaires de toute la francophonie, c'est-à-dire l'Afrique, certains pays d'Asie, etc. Mais il faut arriver à résoudre ce paradoxe qui est de dire on va défendre le français d'une part, et en même temps, on va essayer d'être compétent en anglais. Et moi, je ne crois pas en la surdité profonde des Français qui seraient incapables d'apprendre l'anglais. Il faut juste s'y coller et puis faire comme les autres. Et je pense qu'il n'y a pas d'incompétence particulière intrinsèque à la nature du francophone pour parler anglais. Je pense en revanche qu'il y a une timidité terrible pour se lancer. Et quand vous mettez un Français, même s'il dit « je ne suis pas très bon en anglais », vous le jetez dans le bain et vous dites « maintenant tu te débrouilles », il ne se débrouille pas plus mal que les Italiens, il ne se débrouille pas plus mal que les Espagnols, il se débrouille un peu plus mal que les Allemands, mais parce que les langues sont quand même plus proches.
mais on n'a pas non plus à rougir de ce que l'on sait faire en anglais, mais il faut avoir aussi cette audace de se lancer. Et je pense que justement, la filière LEA que vous représentez pour partie, je crois, c'est vraiment la filière qui va permettre de mettre ça en avant. Filière LEA, 1200 inscrits en première année. Énorme. Et ça, il faut vraiment le faire valoir et que les entreprises prennent conscience de cette richesse. Voilà. Vive la francophonie, vive les langues, vive la Chine et vive nos relations. Et merci à vous tous et à vous toutes.